Donc bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette séance rapprochée avec l'ancienne séance, mais cette séance sur tout autre sujet qui nous intéresse. Je vais présenter nos deux intervenants de ce soir, qui sont Baptiste Robaglia et Aurélien Peter. Ils nous font le plaisir d'être là pour parler de façon générale du faux, du document fictif, de la source fictive. On verra cet aspect sous différents angles, et c'est une autre façon aussi d'envisager l'histoire que de l'envisager par le faux, qui permet de retracer aussi qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la vérité historique, juridique, en bref, les vérités à l'ère des post-vérités aussi. Donc c'est un sujet tout à fait large et j'espère qu'il pourra donner lieu à de nombreuses discussions et riches discussions. Je vais vous présenter tous les deux et comme ça, on aura vos deux interventions qui se suivront pour après avoir évidemment un moment d'échange général sur vos deux interventions. Sentez-vous libre évidemment de compléter la présentation que je vais faire de vous, surtout si j'oublie des choses importantes. Donc Baptiste, tu es doctorant à Paris, Assas et à Bordeaux. Tu es chargé de cours actuellement à Assas également. Ta thèse, elle porte sur la pensée juridique d'Étienne Pasquier. Ta soutenance arrive bientôt puisque c'est le 10 avril, donc félicitations pour ça. Tu as également coordonné l'un des derniers numéros des cahiers de Jean Moulin avec Nelly, qui est aussi présente, sur le naturel dans la pensée juridique moderne et contemporaine. Donc, tu t'intéresses globalement à la pensée juridique, à l'humanisme et à toutes aussi les thématiques qui sont autour de ces champs de recherche, évidemment. Ce soir, tu vas nous parler d'une source un peu particulière dans ton corpus. Je te laisserai l'expliquer plus profondément. Mais moi, ce qui m'a intéressée dans cette source, c'est notamment qu'elle joue sur la réalité et la fiction. Alors, Étienne Pasquier, puisque cette source a l'air d'avoir été écrite par lui, avait déjà publié des poèmes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, apparemment, un habitué quand même de ce type de documents un peu à mi-chemin entre le document juridique et puis le document littéraire. Alors, on a également Aurélien avec nous. Aurélien, tu es agrégé d'histoire, tu es doctorant à Paris 1, atterre actuellement au Collège de France, aux côtés de Patrick Boucheron, attaché en tout cas à sa chaire. Dans le cadre de cet atterrat, tu es en charge de la direction de la revue Entre-temps et tu as coordonné aussi, je le mentionne, l'un des derniers numéros de Clio-Témis, Justice Manifeste, qui est un numéro tout à fait passionnant. Tu as un profil assez varié, j'ai envie de le préciser, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais tu es quand même expert en musicologie, en histoire, en socio-anthropologie, donc tout de même un profil qui apporte une richesse, bien qu'il ne sera pas question de musique ici, en tout cas pas prévu comme tel. Tu nous parleras aussi de cette question de développer des documents faux, de peut-être se mettre dans la place d'un faussaire et qu'est-ce que ça nécessite comme qualité, comme expertise pour éventuellement produire ou reconnaître du faux, donc avec un volet pédagogique et puis ce volet recherche également. Je cède tout de suite la place à Baptiste et je vous remercie encore tous les deux pour avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Louise. Je tiens d'ailleurs donc plus généralement à remercier les deux organisatrices de m'avoir invité et surtout donc de m'avoir invité à présenter mon expérience de recherche avec donc avec ces ordonnances générales d'amour d'Étienne Pasquier, fiction littéraire écrite dans la langue de la chancellerie, d'où justement le titre de ma communication, comment faire d'une fiction littéraire une source de droit, retour sur une expérience de recherche. Plus précisément, je souhaiterais revenir aujourd'hui sur une expérience donc de recherche pendant la préparation de ma thèse sur la pensée juridique d'Étienne Pasquier, né en 1529, mort en 1615, dont je profite ici pour vous dire, comme l'a annoncé justement Louise, que je la soutiendrai dans la semaine qui vient sous le titre « Un humaniste au palais, Étienne Pasquier, né en 1529, mort en 1615, penseur d'un droit national ». Lorsque j'ai commencé ce travail, je me suis d'emblée retrouvé face à une difficulté par rapport à la forme et au fond
des textes écrits par Paquier. Aucun ne correspond vraiment à ce que l'on pourrait s'attendre en fait d'une source du droit telle que nous pouvons aujourd'hui l'entendre, c'est-à-dire loi, jurisprudence, coutume, doctrine. Même si l'on pourrait considérer que l'œuvre de Paquier est une œuvre de doctrine, au sens très large et de manière très schématique, bien entendu, nombreux sont ces textes qui, a priori, n'ont pas pour objet le droit. De mon côté, avec ma formation que j'ai reçue des facultés de droit et avec une année de spécialisation en histoire du droit, je me retrouvais alors dans une position assez délicate face aux sources de Paquier, et notamment, par exemple, c'est l'exemple que je vais suivre aujourd'hui, les ordonnances générales d'amour. La question de mes premières années de thèse, qui est venue pendant mes premières années de thèse, était la suivante: est-ce que finalement, les ordonnances générales d'amour, comme d'autres de ces textes, est-ce que c'était vraiment du droit? Est-ce un texte juridique? Alors, pour les ordonnances générales d'amour, dans la forme, oui, mais cette fiction amoureuse recouvre-t-elle une dimension juridique? Bon, la question était difficile. Et donc, comment justifier l'intégration des ordonnances générales d'amour dans mon corpus de sources en vue de faire une thèse en droit et donc spécialisée en histoire du droit? Dès lors, j'ai pris très progressivement et non sans difficulté conscience que faire une thèse déjà sur la pensée juridique d'un juriste, qui plus est de la Renaissance, allait m'inviter donc à réfléchir sur mon rapport aux sources et donc sur ma position de juriste et plus largement sur ce qu'est une source du droit. Mais donc, avant de rentrer en détail, j'aimerais d'abord vous faire une brève présentation de la vie de Paquier de façon à comprendre le contexte dans lequel il l'écrit. Étienne Paquier est un homme des cours souveraines parisiennes de la seconde moitié du XVIe siècle. Après avoir reçu une formation renouvelée par les apports de la Renaissance, Paquier exerce pendant 50 années les fonctions d'avocat au Parlement de Paris, puis de magistrat à la Chambre des comptes de Paris. Les cours souveraines constituent alors non pas seulement un espace judiciaire, mais aussi un espace intellectuel en pleine ébullition. Dans celui-ci conversent une multitude de juristes qui, tous formés au même savoir humaniste, contribuent par leurs écrits à interroger leurs fonctions et à défendre leur propre représentation de la justice. Parmi eux figure Étienne Paquier, qui cherche à se constituer une place de juriste humaniste en contribuant par ses écrits au savoir commun des cours souveraines. Ces échanges s'intensifient d'autant plus par l'aggravation du contexte des guerres de religion qui invite les juristes, dont Paquier, à réinterroger les sources juridiques et leur application en vue de pacifier le royaume. Et dans le cas donc de Paquier, ces écrits justement participent à penser un droit national, c'est-à-dire un droit applicable sur l'ensemble du royaume. Poésie, dialogue, libelle poétique, histoire, bref, Paquier écrit sur toutes les matières et de toutes les manières possibles, qu'on pourrait dire presque possibles. C'est par exemple donc le cas des ordonnances générales d'amour dont j'aimerais aujourd'hui vous parler en détail. C'est un texte assez court de 12 feuillets, réuni dans un in-octavo, écrit vers 1563 et dont la première impression date probablement de 1564, si l'on se réfère à la date d'enregistrement indiquée dans la clause d'enregistrement placée à la fin des ordonnances générales d'amour. Donc, on ne sait en réalité pas vraiment. Elles sont précisément un pastiche d'ordonnances royales mêlées à une fiction amoureuse qui peut, de prime abord, laisser perplexe le juriste. Bon, que faire dès lors face à la diversité de ces textes qui entremêlent différentes écritures et différents sujets touchant de près ou de loin le droit, comme l'illustrent justement les ordonnances générales d'amour? Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir d'abord sur la méthode que j'ai suivie face au grand nombre et à la diversité des textes de Paquier en vue de constituer mon corpus de sources. Puis, de cette façon, j'aimerais ainsi montrer comment il est possible de prendre au sérieux des textes comme les ordonnances générales d'amour, qui sont, sous couvert de fiction amoureuse, un moyen d'interroger l'écriture de la loi. Alors, constituer un corpus de sources face à la diversité des textes de Paquier. L'œuvre d'Étienne Paquier a fait l'objet d'une très importante production éditoriale, laissant aujourd'hui un grand nombre d'imprimés. Au terme d'un premier dépouillement, 138 éditions imprimées ont été relevées, toutes œuvres confondues, sans oublier plusieurs manuscrits des discours du juriste.
On est alors frappé par la diversité des textes écrits par Paquier, et les titres de ces 18 textes en témoignent. Alors, vous pouvez voir par exemple sur ce premier slide, donc il y a un recueil des lettres d'Étienne Paquier, qui est un recueil de ses lettres. Vous avez l'exhortation aux princes et seigneurs du conseil privé du roi, qui est un libelle politique. Vous avez aussi les recherches de la France d'Étienne Paquier, qui est, comment dire, un peu le texte emblématique que beaucoup connaissent. Vous avez également ici donc le recueil appelé La Jeunesse d'Étienne Paquier, dans lequel on peut retrouver notamment donc Livre du monophile, c'est la deuxième image que vous voyez au centre. Vous avez aussi Les colloques d'amour, c'est la troisième image, c'est le premier colloque d'amour. Donc Étienne Paquier a aussi écrit un recueil de lettres amoureuses. Il a aussi écrit des jeux poétiques, donc ce sont plutôt un ensemble de vers qui retracent un peu une sorte d'itinéraire, comment dire, entre sa jeunesse, sa vieillesse, tournée autour de l'amour. Là, alors je passe à une nouvelle slide. Alors je ne sais pas si vous y avez encore accès, je ne sais pas si ça a encore changé, où il y a également deux textes que je présente, qui est un recueil de rimes et prose, et la première page des ordonnances générales d'amour. C'était aussi donc après ces textes des rimes de prose, qui donc ce sont des recueils en fait d'œuvres poétiques d'Étienne Paquier, en tout cas pour le recueil des rimes et des proses, les ordonnances générales d'amour dont je vous ai parlé. Et je vais en tout cas m'arrêter ici parce qu'il y a encore d'autres textes dont j'aurais pu vous parler, notamment le catéchisme des jésuites, la congratulation au roi sur sa victoire et au succès contre l'étranger, qui est un libelle poétique. Vous avez également l'interprétation des instituts de Justinien, qui est un commentaire de droit romain. Vous avez aussi la puce, la main, les épigrammes, l'Alexandre, le pourparler de la loi, le pourparler du prince. Bref, c'est un ensemble de textes extrêmement variés et divers. On retrouve coup sur coup des poésies, des dialogues philosophiques, des libelles politiques, une histoire, un recueil épistolaire qui montre que Étienne Paquier ne se limite pas à une seule écriture. Autant de textes dont nous avons naïvement tenté, au début de notre recherche, de distinguer ceux juridiques et ceux non juridiques. Cela sans résultat. Les recherches de la France contiennent bien 4 livres ayant trait au droit, mais restent au demeurant éclectiques. Les lettres sont adressées majoritairement à des juristes, mais traitent principalement de sujets non juridiques. Enfin, les ordonnances générales d'amour nous ont laissé dubitatifs au départ quant à leur utilité pour comprendre la construction d'un droit national chez Paquier. La diversité de ces textes ne peut en réalité se comprendre que dans le contexte particulier de la Renaissance. Étienne Paquier bénéficie de la redécouverte des savoirs antiques et poursuit les rééditions de ses prédécesseurs en l'étendant aux sources médiévales et aux sources archivistiques des cours souveraines. Le juriste se constitue ainsi une culture humaniste qu'il met au service du droit et plus précisément de son œuvre juridique, de ses textes juridiques. Dès lors, lorsque Paquier rédige ses textes, il ignore les frontières disciplinaires, n'écrivant pas seulement en tant que juriste, mais plutôt, je cite, en homme de la Renaissance, pour reprendre l'expression d'Eugenio Guarini. Paquier, en juriste de la Renaissance, explore de nouvelles formes d'écriture découvertes dans ses lectures pour exprimer d'autres manières sa vision sur le droit. Il fait ainsi une histoire des institutions dans ses recherches. Il écrit aussi une loi fictive dans ses ordonnances générales d'amour. Les textes produits ont ainsi une écriture hybride mêlant différents savoirs qui rend difficilement accessible la pensée du juriste pour le lecteur contemporain dont l'esprit est habitué au clivage disciplinaire. Or, tous ces discours, qu'ils soient poétiques, philosophiques, historiques et bien évidemment juridiques, sont le produit d'une même pensée, celle de Paquier. Par conséquent, il est impossible de les distinguer peut-être sur le seul fondement de leur objet et de leur forme. Autrement dit, il est inutile d'essayer de les chercher à les distinguer s'ils sont juridiques ou non. Lorsque Paquier compose des épigrammes latines à destination de ses amitiés du Parlement de Paris, c'est pour mieux renforcer ses liens et sa place dans les cours souveraines. Les lettres amoureuses comme le monophile sont des contributions qui visent à enrichir une culture nationale indispensable pour forger
un langage suffisamment technique pour dire le droit en français. Face à ces différents matériaux, l'historien du droit doit alors repousser le cadre de définition de ce qu'est une source du droit, eu égard au contexte dans lequel ces textes sont écrits. Il doit pour cela adopter une approche plutôt externe de ces différents textes, en les replaçant dans leur contexte de rédaction pour mieux saisir leur dimension juridique. Dans le cadre de ma recherche, j'ai cherché à retenir les textes me permettant de comprendre la manière dont Paquier pense un droit national. Et en contextualisant donc les textes de Paquier et en orientant ma réflexion vers la question de la construction d'un droit national, j'ai pu constituer un corpus plus restreint, évidemment, autour de 5 sources, pour être précis, et cela sans pour autant oublier la place et le rôle des autres productions d'Étienne Paquier et en gardant aussi la majorité de sa production. J'ai ainsi pu étendre mon corpus de sources à des textes qui, de prime abord, sont loin d'être juridiques. En suivant cette démarche, j'ai retenu les recherches de la France, non parce qu'elles sont l'œuvre emblématique d'Étienne Paquier, mais parce qu'elles traitent de différentes dimensions juridiques permettant de comprendre comment il pense un droit national. A contrario, nous avons écarté les colloques d'amour qui sont une contribution, qui permettent de voir comment Paquier contribue à la construction d'une culture et d'une langue nationale, mais qui au demeurant ne traitent pas ou de façon très accessoire la question d'un droit national, de la construction d'un droit national. Enfin, il reste le cas des ordonnances générales d'amour. C'est un texte qui, de prime abord, revêt une dimension juridique par sa forme. En même temps, ce texte est une fiction amoureuse qui ne semble pas nous permettre de répondre, en tout cas qui ne semblait pas nous permettre de répondre à la question de la construction d'un droit national. Et pourtant, ce que nous verrons, c'est que c'est bien l'écriture de cette fiction qui permet à Paquier de bâtir un droit national. Et donc, nous allons maintenant passer aux choses, un élément plus précis, du moins aux ordonnances générales d'amour. Donc, faire des ordonnances générales d'amour, une fiction littéraire, finalement une source d'étude. Écrire les ordonnances générales d'amour, c'est pour Paquier s'emparer formellement de la prérogative du roi de faire la loi afin de la mettre en débat parmi les avocats et magistrats de son temps. La loi est alors contestée par les cours souveraines face à un pouvoir royal affaibli par la minorité de Charles IX. C'est donc une prise de position politique de la part de Paquier qui fait donc le choix d'écrire la loi par la fiction. Paquier se fait l'auteur fictif de la loi en se construisant un personnage, je cite, le texte ici exposé, Génius, archiprêtre d'amour, vicaire et lieutenant général pour sa majesté. Ce personnage constitue surtout une forme de masque pour l'avocat par lequel il peut diffuser un langage à double entente partagé entre sa voix et celle de son personnage. Ce choix de dissimuler son identité peut se comprendre en raison du contexte de rédaction des ordonnances générales d'amour. Elles sont écrites au moment de la minorité du roi Charles IX, dans le conseil duquel le chancelier Michel de l'Hôpital occupe l'un des premiers rôles. Il est celui en charge de l'écriture et de l'application de la loi contre les oppositions du Parlement. Paquier, en homme de robe, a tout intérêt à ne pas révéler son identité. La parole fictive du Génius masque la voix du juriste qui peut alors se placer comme le représentant, je cite, vicaire et lieutenant du roi, autrement dit comme son chancelier. C'est d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, la fonction que revendique Paquier dans ses lettres en 1586, lorsqu'il reconnaît être l'auteur des ordonnances générales d'amour, jusque-là resté anonyme. Justement, il se présente comme un, je cite, chancelier, je cite encore, législateur égal finalement au modèle antique de Lycurgue. Il n'est pas prétentieux. Paquier élabore également cette loi fictive à partir de plusieurs motifs exposés dans le préambule des ordonnances générales d'amour. Le préambule affirme d'emblée le désordre du royaume en raison de l'absence de, je cite, bonnes ordonnances, qui plongent dans l'incertitude les sujets du roi, dont les opinions fluctuent justement à l'égard de la loi du souverain. Paquier ne fait rien de moins ici que critiquer la production législative du prince, placée à la source du désordre. Ce motif n'est pas sans lien avec la difficulté que rencontre alors le pouvoir royal à faire appliquer ces textes, que cela soit l'édit de janvier de 1562,
ou même l'ordonnance d'Orléans de 1560. Derrière l'inapplication des textes, c'est bien le désordre dont il est question et qui rend donc nécessaire un réexamen profond de la loi. Le désordre législatif fait apparaître, selon le préambule des ordonnances générales d'Amour, je cite, une excuse générale alléguée par les sujets pour recourir à leurs anciennes coutumes, je cite, donc, non réduites et rédigées par écrit. Le préambule traduit ici la problématique ancienne de la concurrence entre les coutumes et les ordonnances du roi. Par différentes ordonnances de rédaction des coutumes, le souverain a cherché à placer les coutumes du royaume sous son autorité. Le préambule des ordonnances reprend ici les mêmes motifs en introduisant une part de fiction. Paquier met en évidence en effet la difficulté dans la recherche de la preuve des usages, notamment par l'interdiction de l'enquête par turbe et de la restriction à 2 témoins. La description de ce cadre procédural restrictif s'éloigne de la réalité. L'enquête par turbe est toujours autorisée après la rédaction des coutumes et demeure le moyen le plus utilisé. L'interdire revient finalement à presque rendre impossible au sujet de prouver leurs usages. De même, la restriction à 2 témoins abaisse finalement la qualité de la preuve permettant de justifier un usage. Cette réécriture faussée des procédures sert en réalité à renforcer le besoin d'intervention législative pour penser une nouvelle loi de manière à placer le royaume sous son autorité. Face au désordre né de l'inconstance des sources, à travers le préambule des ordonnances générales d'Amour, le législateur fictif Paquier propose d'écrire une loi nouvelle qui doit mettre fin aux divisions. Cette proposition est une réponse du juriste à la demande des sujets, rapportée dans le préambule, de recevoir, je cite, par écrit, loi et constitution certaines. D'un côté, on retrouve dans cette expression le vocabulaire du droit romain, les leges et les constitutiones, dont le caractère écrit répond parfaitement à la requête des sujets qui rencontrent de nombreuses difficultés à prouver leurs usages non écrits. De l'autre, le qualificatif, je cite certains, répond à, je cite, l'incertitude invoquée par les sujets face aux trop nombreuses ordonnances. Ces deux qualités de la loi, écrites et certaines, demandées par les sujets, sont les solutions trouvées par le législateur fictif face à l'absence, je cite, de bonnes ordonnances et à l'infinité et la multiplicité des textes à l'origine des opinions fluctuantes, justement, des sujets. Le préambule des ordonnances générales d'Amour montre bien une volonté politique. Le but, je vous mets le passage en question, le but assigné au texte est de mettre fin à toute ignorance, je cite, et assurer, je cite encore, la tranquillité des esprits. Les ordonnances générales d'Amour doivent finalement permettre un retour à l'ordre par l'application d'un droit placé sous l'autorité du roi. La fin des divisions passe néanmoins par une autre manière de penser la loi, et notamment par l'amour, en vue de concevoir un nouvel ordre de paix. En constituant de cette façon cette fiction, Paquier peut alors se mettre à écrire le contenu des ordonnances générales d'Amour, de chaque article. Elles illustrent une manière nouvelle donc de penser la loi. L'écriture employée par Étienne Paquier est familière aux membres du palais. Entremêlant fiction amoureuse et écriture de chancellerie, le juriste élabore un jeu d'écriture déjà bien éprouvé par la Basoche, c'est-à-dire la communauté médiévale des juristes du Parlement de Paris. Les arrêts d'amour de Martial d'Auvergne, né en 1420 et mort en 1508, en sont un exemple caractéristique, d'autant qu'ils connaissent une diffusion nouvelle, à l'époque de Paquier, par la glose de Benoît Lecourt, mort en 1559. La mise en œuvre donc, de ce jeu sérieux, de ce serio ludere, permet au juriste Benoît Lecourt, de transmettre de manière, je cite, efficace la pratique du palais. Ce genre d'écrit n'est pas sans rappeler non plus le Cupido Iuris Spiritus de 1553 d'Étienne Forcadell, né en 1518, mort vers 1578. Celui-ci élabore une fiction poétique qui lui permet de faciliter la compréhension du droit romain. Les ordonnances générales d'Amour sont aussi un enchevêtrement d'écriture où la langue du droit est mêlée à la fiction amoureuse. Et en décidant d'écrire ainsi son texte, Paquier revêt d'une effectivité nouvelle l'objet de ces ordonnances générales d'Amour, qui est d'imaginer une société en paix. Il invite ainsi ses lecteurs à jouer du texte, autrement dit à se l'approprier et penser d'une nouvelle façon la loi. Les ordonnances générales d'Amour offrent en effet, par la diversité des sujets abordés, en substance, un espace de réflexion destiné aux juristes. Étienne Paquier parle tout à la fois de la vénalité des offices
de la procédure judiciaire, du luxe, du port des armes ou même des jeux. Tous ces sujets sont connus des juristes et rappellent par certains aspects, dans cette dimension extrêmement diverse, les grandes ordonnances de réformation comme celle d'Orléans de 1560 qui est très proche de l'écriture du texte. En introduisant une fiction amoureuse, Paquier accentue cependant la diversité des articles, créant une certaine distorsion entre ce qui paraît vrai et ce qui semble relever de la fiction. On passe ainsi de sujets sérieux à des sujets badins, écrits dans la langue de la chancellerie, mais orientés dans une perspective amoureuse. Paquier, de cette façon, crée un enchevêtrement de références et d'écriture. Et le lecteur doit alors apprécier les différents niveaux de lecture entre la fiction et le contenu développé dans chaque article des ordonnances générales d'amour pour se faire sa propre interprétation. Par son texte, Paquier ainsi pousse son lecteur à se forger sa propre lecture de la loi et à imaginer d'autres manières de faire la loi. En conclusion, l'expérience de cette recherche nous a permis de mieux comprendre la façon dont Paquier pense le droit. Elle nous a poussé à prendre au sérieux un texte qui, de prime abord, nous semblait hors du cadre d'une thèse en droit. Les ordonnances générales d'amour montrent parfaitement que, par le jeu littéraire de la fiction, Paquier entend faire passer certaines idées, et en premier, celle d'écrire la loi en vue de pacifier le royaume. En prenant encore plus de recul, d'un point de vue épistémologique, cette expérience montre aussi toute la singularité, sans prêcher pour ma paroisse, de faire une thèse en histoire de la pensée juridique de la Renaissance. Elle contraint le chercheur à s'intéresser à une période de redéfinition des savoirs littéraires et juridiques. Le rôle du juriste est alors transformé, de même que son écriture et les sources qu'il écrit. Et dès lors, le lecteur contemporain, depuis sa position au présent, est amené à s'interroger sur ce qu'est finalement une source de droit et ce qu'est son rapport à cette source et finalement son rôle. Elles nous permettent de comprendre que les catégories restent encore très flottantes et qu'il appartient à l'historien juriste d'en comprendre la singularité, de façon à la transmettre à son contemporain. En l'occurrence, dans le cas présent, la fiction littéraire peut très bien être un vecteur de transmission d'un savoir juridique et ainsi d'ouvrir davantage la réflexion sur le droit. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Baptiste, c'était tout à fait intéressant et passionnant. En t'écoutant, moi, il m'est venu plusieurs œuvres littéraires de juristes et qui montrent aussi cette porosité des fois entre un juriste qui va se prêter à un autre exercice. J'avais en tête la Nef des Fous, mais aussi de façon bien plus contemporaine, Robert Badinter qui va produire du théâtre. Et donc, à quel moment il est juriste? Est-ce que ces documents ont une part de connaissances juridiques? Voilà, c'est tout à fait passionnant et j'espère qu'on aura l'occasion pour les discussions, de discuter aussi des critères qui t'ont amené à discriminer, à sélectionner ces différents documents. Et juste avant de passer la parole à Aurélien, je mentionne juste parce que j'ai trouvé ça amusant dans le détail, à la fin de cette ordonnance d'amour, il est précisé qu'elle est scellée du sceau vert et donc il y a quand même la couleur, donc il y a même le détail dans la couleur de cette couleur d'Ancien Régime qui était faite pour les actes importants et surtout qui avait une valeur perpétuelle. Donc, on voit le souci du détail. Je vais céder la parole à Aurélien. Et j'ai en plus oublié une information tout à fait fondamentale et qui explique aussi l'intérêt d'Aurélien à cette participation peut-être au webinaire Histoire du droit 2.0. C'est qu'Aurélien, tu fais ta thèse sur le personnel des greffes du Parlement de Paris pour la période du XVIe au XVIIIe siècle. C'était quand même important de le préciser, même si ça ne va pas être l'objet de la communication d'aujourd'hui, mais un historien de la justice, et c'est aussi en cela que ta parole est intéressante pour nous. Je cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Louise. Alors, je commence par partager l'écran et on va vérifier tout de suite que ça fonctionne. Alors, toute la question, c'est maintenant si je passe d'image en image, c'est bon? Ouais, ok, super. Oui, merci beaucoup Louise, merci beaucoup aussi à Ninon Maillard pour votre invitation toutes deux à ce séminaire, ce webinaire Histoire du droit 2.0 et à participer à cette séance sur le faux, qui peut sembler s'éloigner peut-être des questions de numérique, mais vous allez voir qu'on va y revenir très vite, puisque en effet, je vais vous évoquer tout ça dans le cadre d'une revue numérique que je dirige dans le cadre de mon ATER au Collège de France, qui s'appelle Entretemps. Et voilà, on y reviendra, mais vous verrez que le numérique a aussi son importance dans cette question d'exploration du faux. Alors, faux, et en même temps, c'est le titre que j'ai mis est un peu différent, puisque je parle d'archives potentielles en histoire, jeux, recherche et transmission. Peut-être pour mettre le faux vite de côté
et mettre de côté l'intentionnalité qu'il y a à tromper dedans, puisque là, il s'agit d'être très explicite sur la falsification qui est faite et qui, du coup, à partir du moment où il y a intention, est-ce qu'il y a encore falsification? Ça, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs en juriste et autant qu'en historien de la justice, si on travaille sur le faux témoignage ou sur d'autres questions, mais c'est pas de ça dont je traiterai aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je vais commencer par vous lire tout simplement un document. C'est une information criminelle au bailliage de Blois de décembre 1588, folio 1, recto. Information faite par moi, Raoul Chéry, sergent royal au bailliage de Blois, à la requête de honnête homme Guy Hureau, marchand d'Orléans, député aux États et demeurant à présent rue de la Juiverie. Et à la requête de Jean Toupet, domestique du dit Guy Hureau, et en vertu d'une commission émanée de monsieur le lieutenant juge et magistrat criminel des bailliages et gouvernements de Blois. En date du 23e jour de décembre, l'an 1588. Pour raison des forces, violences et excès affirmés par les requérants avoir été commis à l'encontre du dit Toupet, la nuit d'entre le jeudi 22e et le vendredi 23e du présent mois de décembre et en 1588, en la maison de noble homme maître Philippe Cassard, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue de la Juiverie, où les dits requérants logent à présent, pour laquelle information faire, et appelé avec moi maître Texier, notaire royal au comté et bailliage de Blois, et avons par nous vaqué et procédé à hisser l'information faire, ainsi en la forme et manière qui s'ensuit. Premièrement, lundi 26e jour de décembre l'an 1588, nous sommes transportés en passant par l'église Saint-Honoré jusque à la rue de la Juiverie, non sans peine et sans détour pour ce que les grands degrés et la rue de la Pierre de Blois ne sont praticables à cause force neige et glace en leur descente, et pour ce qu'il y a foule et tumulte au marché depuis que s'est répandu le bruit de la mort de monsieur le duc de Guise. Étant en la maison du dit noble maître Philippe Cassard, en laquelle logent les dits Hureau et Toupet, le dit Jean Toupet Mandé s'est présenté au petit cabinet chauffé du clerc de maître Cassard, au-dessus de la grande salle. Le serment du dit Toupet a lui pris au cas requis et accoutumé, a juré et affirmé dire la vérité, folio 1 verso, a dit se nommer Jean Toupet dit la flûte, demeurant d'ordinaire à Orléans, ne sait son âge, est au service du dit honnête homme Guy Hureau depuis environ 15 ans. Interrogé qui a commis contre lui force, violence et excès dans la nuit d'entre le 22e et 23e du présent mois, a dit et déposé qu'on lui veut mal et qu'on veut mal à son maître qui est député aux États, que son maître est bon catholique et que son nombre manant et habitants de la ville qui blasphèment le nom de Dieu et leur veulent du tort. C'est pas mal, non? On s'y croirait, et pourtant, vous l'avez déjà compris, évidemment, il ne s'agit pas là d'une archive réelle, d'un document d'archives qu'on peut retrouver dans un fonds d'archives aux Archives nationales. Il n'est pas tiré d'un carton, il est tiré de mon imagination. C'est le résultat d'un jeu d'écriture qu'on a produit entre-temps pour les rendez-vous de l'histoire de Blois en 2024, un des plus importants rendez-vous d'historiens en France, et le thème, c'était la ville. Et on a proposé, nous, la revue entre-temps, une performance, un jeu d'écriture autour d'une parcelle vide dans la ville de Blois, parcelle vide que vous voyez ici en petit. Parcelle vide donc dans la ville de Blois, et il s'agissait de rue des Juifs, et il s'agissait pour les membres de la rédaction tour à tour de lire des documents d'archives fictives, potentielles, pour imaginer l'histoire possible de ce lieu à différentes époques. Imaginer le lieu, mais aussi imaginer les espaces, les gens qui auraient pu y habiter. Le spécialiste d'histoire de la justice moderne qui en parlait, Louise, en tout cas spécialiste doctorant encore, avait proposé 2 documents, un procès verbal d'interrogatoire du sergent royal de Blois, dont je vous ai lu un extrait ici, et une minute d'arrêt du Parlement rendue sur cette affaire 6 ans plus tard. Alors en vrai, c'est très marrant, et je pense que sur la question du jeu qu'il y a à faire défaut, la communication précédente en a tout à fait bien parlé, et j'ai trouvé que c'était une très bonne façon d'annoncer le séminaire tel que vous l'avez fait sur différents réseaux et Internet. On est dans un moment de diffusion de fake news, un moment où les régimes de véridicité sont attaqués, où le négationnisme n'est jamais loin. Alors, est-ce que la blague n'est pas un peu coûteuse ? C'est un peu rhétorique parce que vous aurez compris que je vais vous défendre que non. Parce qu'en effet, l'exploration de l'histoire des possibles nous intéresse depuis très longtemps à la revue Entre-temps que je dirige. C'est une aventure dans les marges, peut-être sur le fil, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, démêler le vrai du faux dans les documents, c'est un peu le centre du métier d'historien. Il y a un ouvrage qui est paru il n'y a pas longtemps, en 2023, Faux usage du faux, dirigé par Philippe Blodeau et Véronique Sarrazin, qui prenait vraiment à bras-le-corps cette question du rapport de l'historien au faux en tant qu'expert pour démêler le vrai du faux. Rappelons qu'en 1440, Lorenzo de Valla,
peut-être, alors historien, le terme est un peu anachronique, mais en tout cas intéressé à la question de la véridicité des documents pour retracer des lignes de continuité temporelle dans un cadre politique et dans la mise en place d'un discours politique, avait démontré que la donation de Constantin, ce partage Église d'Occident, était un faux. Et donc, dans ce livre, les deux auteurs dirigent un collectif qui revient sur l'histoire du faux, les moyens de le démêler, aujourd'hui avec le numérique, et là, ça pourra à nouveau intéresser le séminaire, mais aussi l'étude des faussaires en eux-mêmes, de leur motivation, montrer que la fabrication du faux, c'est un art. Il y a quelques séries et films, Catch Me If You Can, si vous l'avez en mémoire, qui en parlent bien. C'est aussi un art qui fait des faussaires des experts, bien sûr. Et puis, c'est un art qui s'exerce depuis très longtemps, même sous forme de jeu. Antoine Pietrobelli, dans une notice sur les faussaires humanistes, a montré comment Erasme et d'autres s'étaient essayés au faux, pas seulement comme un crime et une forgerie, mais l'expression d'une expertise et d'une compréhension documentaire fine des documents pris en charge. Alors, dans tous les cas, crime ou art, on a bien là affaire à des faux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une intention de tromper, même si c'est de l'art, on joue dans ce cas-là avec la personne et les récepteurs et les réceptrices du document. Et c'est là la différence avec ce qu'on propose à En 30 ans, cette question de l'intention. L'intention ici, on l'exprime clairement, elle est expérimentale. Expérimentale, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à expérimenter? C'est des façons de penser autrement la discipline historique, ses méthodes, son enseignement, réfléchir autrement au passé depuis le présent. Alors je vous dis ça, on n'innove en rien en faisant ça, on s'appuie aussi là sur une historiographie longue, dont je ne vous citerai qu'un ouvrage récent qui a une dizaine d'années maintenant, qui a d'ailleurs tout pile 10 ans, mais qui est tout à fait important, qui est l'ouvrage de Quentin de Luermans et Pierre Singaravelou, Pour une histoire des possibles. Dans cet ouvrage, les deux auteurs avaient pris à bras-le-corps une citation de Nietzsche, que je vous lis. La question « Que se serait-il passé si cela et cela n'avaient pas eu lieu ?» est presque unanimement regardée avec défaveur. Et cependant, c'est précisément cela qui est la question cardinale. Alors, en prenant appui là-dessus, il s'intéressait à faire une histoire du raisonnement contrefactuel, à prendre à bras-le-corps toute la littérature utopique aussi, qui est foisonnante, littérature et production fictionnelle utopique, contre-utopique, pardon, j'ai perdu mes mots, mais qui est très prolixe depuis quelques années. Mais en étudiant cette histoire du raisonnement contrefactuel et des questions relatives au futur possible du passé, il cherchait à tracer l'histoire de ces raisonnements et puis à démêler les enjeux de méthode et proposer des pistes d'expérimentation. Au centre, il y avait la question de la vérité en histoire et la question aussi de l'imagination de l'historien. En se posant la question que quand on fait l'histoire, on repose l'analyse sur des sources partielles, sur une documentation qui ne dit jamais tout d'un réel qu'on ne peut que supposer. Et pour passer des documents textuels, archéologiques, au récit, il faut déployer une forme d'imagination. Et pourtant, c'est là tout le balancement et ce qui fait que entre l'histoire positiviste qui considérait que Michelet avait une imagination trop déployée et en même temps justement d'autres historiographies qui ont considéré que c'était se voiler la face que de penser que une méthode positiviste suffisait à mettre de côté l'imagination, eh bien, de façon positive, il préconise que l'imagination permet en fait un effort de contextualisation, de produire un discours en fait proprement historique pour faire le lien justement entre les sources et le discours historien qui en résulte. Et plutôt que le rejeter ou, on va dire, l'accepter complètement, l'observer, l'analyser et le tester. Ils l'ont fait, donc, eux, un peu dans le livre. C'est aussi ce que proposent d'autres auteurs, comme Patrick Boucheron, évidemment, dans Léonard et Machiavel, par exemple. Alors, cette expérimentation, elle a laissé des traces dans notre revue, dans Entre-temps, puisque la revue Entre-temps, que je vais vous présenter mais très rapidement, a vraiment à cœur d'explorer les nouvelles façons de faire de l'histoire, d'enseigner l'histoire et de réfléchir aux limites, aux manques, aux espaces, aux reliefs de
des pratiques historiennes, avec à la fois des explorations de choses existantes, donc de pratiques existantes, d'objets de recherche découverts, mais aussi évidemment des nouvelles formes d'écriture et au centre desquelles des écritures fictionnelles. Alors, entre-temps, justement, Quentin de Luermoz et Pierre Sangarvello avaient trouvé l'occasion de laisser la trace de certaines expérimentations qu'ils avaient menées dans un cadre pédagogique, dans le secondaire, avec une série d'articles, Et si apprendre l'histoire en jouant sérieusement, où pendant un an et demi, des universitaires avaient fait le lien avec des classes du secondaire pour proposer des récits contrefactuels. On n'est pas là dans des archives fictives. La frise que vous voyez là n'est pas du tout un faux document, c'est le résultat d'une frise qui représente un raisonnement contrefactuel adapté à des classes du secondaire. Mais il y avait eu aussi, à l'occasion de cette réflexion et des articles qui en avaient découlé, des expérimentations dans les classes qui en avaient découlé, la production de représentations, alors fausses ou en tout cas fictives, de certains documents. Pour un des projets qui avait été celui avec une classe du lycée Charles de Gaulle à Rosny-sous-Bois, de se demander et si ça avait tourné différemment, c'est-à-dire si ça avait tourné différemment pour Galilée, d'imaginer des scénarios possibles, donc se situer là dans une histoire des futurs possibles, d'éclater la branche de la temporalité pour proposer plusieurs récits différents aux élèves concernant ce qu'il advenait à l'époque de Galilée, avec la mise en œuvre et l'apparition des théories de Galilée. Ça avait permis à un des élèves, c'est le dessin que je vous montre, d'imaginer un emblème figurant une page de titre d'un ouvrage. Donc, il avait repris un frontispice réel, mais l'avait adapté puisque c'était un ouvrage géocentrique, donc avec la Terre qui trônait au centre, qu'il avait adapté pour en faire un emblème héliocentrique où le Soleil trônait, lui, au centre. Alors, c'était tout à fait intéressant parce que ça permettait de tester et de penser ces adaptations pédagogiques qui d'ailleurs se font en fait de façon très récurrente dans le secondaire, c'est pas nouveau non plus, mais là d'en garder la trace et de pousser la réflexion sur un retour réflexif. Justement, ce qui était intéressant pour eux, c'était de montrer à quel point en fait les élèves avaient quand même tendance à faire gagner le combat héliocentrique. C'est-à-dire que finalement, peut-être pas tout de suite, peut-être pas Galilée, mais au bout du compte, la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et ça avait été l'occasion pour les enseignants, donc Élodie Rémy et Aurélien Ruellet, Élodie Rémy qui s'occupait de la classe du secondaire et puis Aurélien Ruellet, donc, qui est spécialiste d'histoire des sciences, de mettre à l'épreuve les connaissances des élèves pour leur montrer et eux-mêmes percevoir à quel point la tentation d'expliquer par la fin et de justifier la période dans laquelle nous sommes est toujours évidemment très tentante. La tentation est forte en tout cas de faire cela. Alors, on l'avait adapté, cette réflexion, avec un autre pan qui nous intéresse nous entre-temps, c'est la question des archives. Et on avait lancé, au temps du Covid, un premier jeu d'écriture, non pas là dans le secondaire, mais en ligne, autour d'une archive réelle qui était une brochure retraçant la vie d'un espion de la RDA, brochure anonyme retrouvée dans un marché aux puces, donc dont on n'avait aucune information. Et à partir de cette brochure, essayer un peu comme un cadavre exquis de proposer une série d'articles, une série de textes qui permettrait de compléter la boîte d'archives autour de cet espion de la RDA qui avait été démasqué, Peter K., ce qui a donné lieu à toute une série d'articles dont je vous passe toute la teneur, mais où déjà la question de produire un texte fictionnel qui pouvait s'apparenter à un document rentrant dans une boîte d'archives rentrait en jeu. Par exemple, Bertrand Tillier, qui est professeur d'histoire de l'art et d'histoire contemporaine, enfin spécialiste des images et de l'art et professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, avait proposé un courrier de 2020
dans lequel il racontait la découverte le narrateur racontait la découverte d'une carte postale à la faveur du confinement. Et donc vous voyez là qu'on avait déjà un double régime fictionnel qui se mettait en jeu, évidemment, avec à la fois la fausse carte postale, dont seulement le texte était reproduit, et puis le faux texte de description de la carte postale, ce qui nous mettait là dans des enjeux narratifs qui sont en fait des ressorts assez classiques de la narration et de la fiction. C'était un jeu et il n'y avait pas eu forcément plus de réflexion, on va dire, de notre côté autre que simplement le jeu et le plaisir d'écrire et de proposer une nouvelle forme d'histoire des possibles, mais sans enjeu réflexif. On a voulu justement par la suite peut-être garder la trace aussi de tout le travail qu'il pouvait y avoir derrière et la façon dont, au-delà du jeu, ça pouvait vraiment être une proposition, on va dire, positive pour faire autrement de l'histoire. C'est ce qu'on a voulu faire avec la parcelle de Blois, j'y reviens, où donc on avait nous-mêmes proposé des textes, et puis on avait invité les gens qui le voulaient à en proposer aussi, qu'on aurait publié par la suite. Tout se passait donc autour de cette parcelle. Vous voici transporté à Blois, un jour de soleil et de beau temps, un peu plus qu'aujourd'hui à Paris en tout cas, devant cette parcelle du 8-10 rue des Juifs, qui avait été choisie et sélectionnée après des déambulations dans Blois successives, mais donc espace ouvert, sans construction et sans bâti, mais inséré dans un bâti et dans une trame urbaine pour commencer à lancer ses recherches. Et en fait, là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment pousser le bouchon de ce que cela permettait comme recherche assez loin, au point que d'ailleurs, on a fait tout un article dans lequel on est revenu sur toutes les recherches préalables à ce jeu d'écriture d'archives, sur la façon dont, justement, on allait combler ce vide, qui était le vide de la parcelle, avec un discours et des archives imaginées, mais qui allait s'appuyer tant sur le bâti urbain autour que sur toute la documentation existante. C'est-à-dire à la fois en regardant le cadastre aujourd'hui, mais en lisant des ouvrages sur la ville de Blois, avec des plans, des reconstitutions possibles de la ville de Blois en 1530. Je vous ai mis 1530, mais on avait fait sur toute la période pour couvrir des archives fictives qui allaient du Moyen-Âge jusqu'au très contemporain, avec évidemment ce questionnement, c'est où est là la limite, en effet, entre l'imagination et la fiction, typiquement dans le cadre d'une carte reconstituée, puisque une reconstitution par l'image met toujours tout de suite en jeu beaucoup plus rapidement le rapport à qu'est-ce qui est tracé de vrai, qu'est-ce qui est tracé de faux, et qu'est-ce qui est imaginé ou non, parfois que le texte, on va dire, à vocation scientifique directement, même si on est là dans un cadre d'un article scientifique, hein, l'hypothèse de restitution de Belforest et Le Sieur. Mais voilà, là, il s'agissait pour nous de faire ce travail de recherche. Ça nous a conduit à contacter l'INRAP pour savoir s'il y avait des choses sur la rue des Juifs. On avait trouvé au numéro d'à côté, pas au 8, mais au 6, tout un travail de l'INRAP pour une prestation de sauvage urgente qui nous avait permis de découvrir des souterrains dans ces passages qu'on a pu explorer ensuite dans les archives et faire connaître de cette façon. De même, moi, dans l'archive et l'interrogatoire, je parlais d'une descente dans le cellier, justement, avec une description, alors pas une description pour telle, mais l'évocation de la nourriture qui y était, et ce qui m'a forcé à aller voir des articles sur les nourritures qui étaient transportées à Blois au moment des États généraux, puisque c'est le contexte dans lequel j'avais placé la scène, et ce qui m'a permis d'apprendre que, par exemple, on mangeait de la baleine à Blois en 1588, ce qui là est vraiment attesté, hein, je veux dire, par les sources, et ce qui m'a permis de l'évoquer dans le document. Donc vous voyez là tout un travail de recherche, et une recherche qu'on ne ferait pas autrement. Parce que produire une archive fictive, ça suppose, dans ce cas-là, de changer le point de vue sur le document. On n'est pas là dans la volonté d'acquérir des connaissances avec une problématique donnée, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, quand on fait ça, ce qui est le travail des historiens et des historiennes et historiens du droit et historiennes du droit aussi, de regarder ailleurs, de sourire quand on tombe sur une donnée qui ne rentre pas exactement dans le cadre de nos recherches, mais on est, disons là, forcé de retourner un peu le point de vue pour se poser des questions qu'on ne se serait pas posées autrement, un peu comme ce que peut faire
un conseiller historique dans le cadre d'un film ou dans le cadre de l'écriture d'un roman, si on lui demande conseil. On avait publié dans Entre-temps d'ailleurs un article de Camille Clairet qui travaille avec Pierre Lemaître autour de tous les romans de Pierre Lemaître, de Au revoir là-haut et à toute la continuation hein, de cette longue saga familiale qui met en œuvre depuis maintenant longtemps, qui traverse le XXe siècle. Et ce que Camille Clairet expliquait, c'est que par exemple, les demandes du romancier parfois étaient complètement exorbitantes de ses parcours habituels, puisqu'il lui avait demandé un jour, mais comment est-ce qu'on désamorce une bombe en 1930 ? Chose qu'elle ne s'était évidemment qu'elle ne s'était jamais posée, et à laquelle il a fallu fournir une réponse possible, probable. Et bien là, il s'agit aussi de se poser des questions voilà, qu'on ne se poserait pas autrement, et typiquement pour moi, de savoir ce qu'il y avait dans un cellier, puisque j'allais parler d'un cellier, ce qu'il pouvait y avoir dans un cellier d'une maison qui accueillait une personne aux états généraux de Blois. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte au sortir de la parcelle, de ce jeu de la parcelle, c'est qu'on était devenu assez expert de la ville de Blois, ses transformations urbaines, mais aussi de son implication dans un contexte politique plus large, puisque une autre de nos collaboratrices avait placé sa scène comme un article de journal au moment où Napoléon III vient visiter la ville de Blois à cause des inondations. Ce qui, là encore, est attesté, c'est-à-dire que Napoléon III est allé voir des villes de la Loire au moment de grandes inondations, et aller à Blois n'est pas du tout passé par la rue des Juifs, mais a imaginé voilà, ce moment probable, en imaginant justement qu'est-ce qui était plausible et probable pour faire rentrer l'empereur dans cette maison et pouvoir parler de l'intérieur de la maison, tout en restant évidemment dans quelque chose qui était crédible. Il ne s'agit donc pas là à nouveau de fausser le discours, hein, mais de proposer et de tester les limites de ce qui est probable. Ça s'adapte très bien, en effet, aussi pour les questions de transmission. J'accélère un peu hein, pour tenir le temps. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques temps nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne le délègue pas comme c'était le cas avec l'histoire des possibles et les SI, où on a fait une tribune au groupe autour de Quentin Deluermoz et Pierre Singaravellou. Mais là, on propose à des gens individuellement de prendre le temps d'explorer ces questions-là. Et donc, Elisabeth Schmitt, hein, qui est ancienne directrice de la revue avant moi et qui est aujourd'hui maître de conférence en histoire médiévale à Paris 1, avait voulu explorer elle aussi ce cadre de réflexion et de production de discours dans le secondaire et à l'université avec des élèves puis des étudiantes. Ça avait commencé avec des élèves du secondaire. Une première fois un peu comme ça, un peu rapidement, pour mettre en œuvre et pour parler, et faire écrire des poèmes d'éloge à Louis XIV. Alors, ce qu'elle disait, c'est que, vous en voyez là un exemple, hein, mais c'est que ça a été fait là pour le coup un peu à la va-vite, un peu sous la forme du jeu, et que sur le fond comme sur la forme, il n'y avait aucun doute que les documents n'étaient pas des documents authentiques. Mais ce qu'elle avait retenu, c'est qu'en même temps, aucun de ces documents n'appartenait vraiment au présent. En fait, on était dans un entre-deux, dans un entre-temps. Et on avait une production qui n'aurait pas été celle d'un élève restituant ses connaissances de façon normale, et en même temps pas du tout dans un document évidemment potentiellement véritable pour des raisons tant de forme que de fond. Mais ça avait forcé les élèves à se placer là aussi différemment, et surtout ça avait procuré beaucoup de plaisir aux élèves, et c'est ça qu'elle avait retenu. Et donc, vous voyez les consignes à cette époque-là, hein, je passe rapidement dessus, mais c'est juste pour vous dire que c'est des consignes, on va dire, minimales. Et en revanche, et c'est tout le principe, j'en parlais du point de vue de la recherche, avec toutes les recherches préalables qu'on a faites à Blois, sur lesquelles je pourrais revenir, mais la première année où Elisabeth l'a fait, elle l'a fait avec, on va dire, des consignes minimales. La deuxième année, quand elle l'a remis en œuvre, vous voyez là que les consignes s'étaient largement développées et précisées. Avec un déroulé, on va dire, relativement précis, tant des attentes que de ce qui allait être fait en classe. Et ce qui a permis, en effet, d'approfondir cette exploration. C'était un cours sur les mutations intellectuelles à la Renaissance. Et donc, il s'agissait de produire
de produire des lettres. Ah oui, c'était pardon, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le premier exemple, c'était déjà la deuxième année, donc qui était la plus proche d'un faux potentiel, on va dire, et où on voit sur quel ressort jouent les élèves pour faire vieux. Vous voyez la page déchirée à droite, hein, justement, qui veut donner l'effet d'un papier chiffon usé. Mais aussi évidemment ce que ça a eh bien, de préconçu pour eux. En gros, ce qui a été important, hein, pour elle, c'est de leur demander de faire des recherches sur des auteurs qui étaient là des auteurs réels. Il ne fallait pas qu'ils inventent des auteurs, hein, mais faire des recherches sur des auteurs et ne pas tant restituer des connaissances que de produire un discours dans lequel seraient incorporées leurs connaissances. Hein, plutôt que de chercher des informations dans un document, on cherche, à ce moment-là, pardon, il y a un chat qui rentre, on cherche à les y incorporer. Là, à nouveau, je passe aussi rapidement pour vous montrer ce qu'on fait, ce qui a été fait à l'université, par elle d'abord l'année dernière, donc toujours par Elisabeth. On est de façon plus générale, et en fait, toutes ces réflexions-là s'inscrivent dans un mouvement de réflexion plus général sur les méthodes d'enseignement, notamment liées à l'usage de l'intelligence artificielle, qui ne permet plus de demander des devoirs maison traditionnels, hein, évidemment, sans risque d'une forme, là aussi, de falsification, ou en tout cas de contournement, et aussi de déséquilibre potentiel accru entre les étudiants et les étudiantes selon les accès au numérique et les facilités, évidemment, de gestion de ces objets qui ne font pas encore l'objet d'un... Enfin, qui ne font pas, ou pas encore, ça c'est... Voilà, mais l'objet d'un apprentissage égal pour tous, en tout cas de mode d'apprentissage égaux pour tous. Elle avait donc mis ça en œuvre dans un enseignement sur le prince et les arts, où les étudiants devaient produire 3 documents fictifs sur une œuvre d'art imaginaire pour présenter un projet princier cohérent avec les thèmes du cours. Il y avait donc tout un contexte politique à incorporer au projet et une typologie documentaire. Il y avait donc eu une étude qui a été faite au préalable des documents par Elisabeth, et donc typiquement là c'est un vrai document, hein, rassurez-vous, vous êtes bien là face à un réel document que les étudiants ont étudié, et pour les familiariser justement avec les pratiques de l'écrit de l'époque, et pour qu'ils puissent s'approcher évidemment au plus près dans leur rendu de ce type de document. Là encore, c'est simplement pour illustrer le propos, hein, mais à chaque fois les consignes se développent d'année en année et se précisent, et parce que pour faire le faux qui soit, enfin en tout cas l'archive potentielle qui soit la plus crédible possible, et donc qui ait produite le plus de restitution de connaissances par l'exercice de la part de l'élève, il faut en fait encadrer énormément d'aspects du travail des élèves. Les documents donc devaient être composés de 3 documents de nature différente. Les types documentaires devaient être choisis parmi des exemples vus en CM et en TD pour limiter aussi, on va dire, voilà, une imagination qui ne serait pas cadrée et en lien avec ce qui était possible à l'époque. En revanche, il y avait des choix d'artistes qui pouvaient être faits, et le tout évidemment, et le mot était souligné, hein, c'était la cohérence. Et c'est peut-être ce qui est le plus important dans ces cas-là. Ce qui est demandé aux élèves ou aux étudiants, c'est que le rendu soit cohérent avec les projets politiques d'un prince, mais aussi avec ce qui a été étudié en cours. Parce que le fond, là, évidemment, est de proposer un autre mode d'apprentissage et un autre mode de fixation de l'apprentissage par la production, par les étudiants et les élèves eux-mêmes. Alors, bilan de ce qui avait été fait, hein, elle avait remarqué déjà un équilibre entre les espaces français ou italiens et entre les sexes, hein, prince ou princesse commanditaire. Elle avait remarqué aussi que dans tous les archives potentielles et les types d'archives potentielles, il y avait eu une exploration assez élargie, allant jusqu'à la lettre de rémission, le poème ou le mystère, mais que quand même, c'est principalement les lettres qui avaient connu le plus fort succès. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la lettre, c'est ce qui semble aux élèves le plus facile d'accès par rapport à leur pratique de l'écrit personnel. Plus facile d'accès, évidemment, qu'une quittance, qu'un compte, qu'un inventaire, qu'un testament, ou donc une lettre de rémission. Elle avait vu aussi à quel point la prise en compte des pratiques de l'écrit avait été importante pour les étudiants. Vous voyez là donc l'esquisse d'un projet fictif de statue commandé par les Sforza. Ce qui est intéressant ici, au-delà du croquis, c'est les pattes de mouche que vous voyez, qui sont censées figurer l'écriture cursive gothique qu'ils ne maîtrisent pas, mais qu'ils cherchent à rendre par ces dessins
qui sont là, donc un dessin plus qu'un signe textuel à ce moment-là. Les étudiants avaient aussi essayé l'IA pour voir ce que ça donnait. Et ce que disait Elisabeth, c'est que les résultats étaient mitigés et d'une certaine manière, le document manuscrit pouvait faire plus vrai que le document IA parce que le document IA, si on ne le transformait pas, pouvait donner des exemples visuellement où visuellement le faux était très visible, comme ce latin complètement, qui laisse perplexe que l'IA avait tenté sur cet encadré, ce qui évidemment peut être corrigé avec des prompts, mais là les étudiants n'étaient pas allés assez loin pour ça. Je passe, parce que je suis à 32 minutes, je crois, donc je passe rapidement sur la fin de cet exercice pour vous présenter le dernier quand même, celui qu'on vient de publier, 2 articles qu'on vient de publier sur enseigner les Amériques coloniales par la fabrique d'archives fictives, où dans un premier article, l'enseignante Anna Strouillou a raconté comment est-ce qu'elle a mis en place ce projet pédagogique, et dans un second article, les étudiants eux-mêmes ont pris la parole pour raconter comment est-ce qu'ils avaient vécu l'expérience. J'y pense parce que j'ai passé ça, mais c'était important, c'est que Elisabeth Schmitz, déjà dans son projet avec ses étudiants, avait demandé aux étudiants à la fois de faire les 3 documents, mais aussi de rédiger un carnet de bord qui racontait comment est-ce que le projet avait été mis en œuvre. Et elle notait les étudiants sur les deux, à la fois sur le rendu, mais aussi sur le carnet de bord, et donc sur le processus mis en œuvre pour encadrer ces archives potentielles. Et donc là, l'article n'était pas soumis à évaluation de la part, l'article des étudiants n'était pas soumis à évaluation de la part d'Anna Strouillou. Il y avait eu une autre forme de suivi et d'encadrement qui avait été fait, mais c'était aussi l'occasion d'observer qu'est-ce que ce type d'expérimentation pédagogique pouvait produire chez les étudiants. Et là, on a des résultats tout à fait passionnants. Je vais vous en dire juste quelques-uns et vous pourrez évidemment aller voir sur notre site la suite de ce qu'ils disent et ce qu'elles disent. Donc, tout part des relationnes. Les relationnes, c'est ces documents, là, ce que vous voyez, c'est des documents réels. Ce sont des documents envoyés par les gouverneurs espagnols coloniaux à la couronne d'Espagne. Donc, c'est de l'administration coloniale. Ça répond à un questionnaire qui a été envoyé dans toutes les provinces et vice-royautés espagnoles des Amériques. Et donc, il y a ces retours qui sont écrits par des administrateurs espagnols ou portugais ou même par des scripteurs qui peuvent être indigènes mais sous commandement espagnol. Là, le suivi a été fait en cours d'année, donc l'exercice était avec une consigne, on va dire, ça c'est les grandes lignes des consignes, mais qui avait été détaillée, puisque au début de chaque cours du semestre, 15 minutes étaient consacrées au suivi du projet, avec parfois directement dans le cadre de ce projet, des PowerPoint présentés par l'enseignante, par Anna Strouillou, qui présentait typiquement là des diapositives avec des précisions sur des marques marginales dans les documents, des tampons d'archives pour que les étudiants et les étudiantes puissent faire leur faux le plus concrètement possible et le plus proche à nouveau de la vérité possible. Alors, qu'est-ce qu'en disent les étudiants et les étudiantes? Et ce sera mon dernier point, je vous laisserai dessus. Ce qui est intéressant, c'est à la fois la façon dont eux se positionnent par rapport au fait de produire une fausse archive. Il y a, et c'est le cas pour tous les élèves, tous les étudiants dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, un vrai enthousiasme qui est remarqué de la part des enseignants et qui est exprimé de la part des étudiantes et des étudiants et des élèves face à ce genre de pratique pédagogique. La seule chose, c'est que parfois, ils y plongent, on va dire, complètement, et que les préconçus, parfois, ne sont pas tout de suite perçus. Et c'est intéressant pour ça cet article, parce que ce qui est indiqué là, c'est la façon dont ils ont pris conscience, les étudiants, petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience, des enjeux que eux, personnellement, mettaient dans l'étude des Amériques coloniales, qui n'étaient peut-être pas forcément verbalisés et exprimés au début, mais c'est cet exercice qui leur a fait prendre conscience de certains enjeux. Notamment, on a eu un retour, Anna a eu un retour d'une série d'étudiants et d'étudiantes dont les parents pouvaient être issus de l'immigration nord-africaine et qui ont exprimé une gêne très forte à l'idée de se glisser dans la peau d'un administrateur colonial qui rédigeait un rapport sur le fonctionnement et de la colonisation
dans les Amériques espagnoles. Et ça a suscité donc nombre de réflexions chez eux, à la fois de ce point de vue-là, mais aussi sur la façon de faire voir ou ne pas faire voir des minorités. Anna avait permis que ce puissent être des femmes qui rédigent ces relaciones. Il n'y a pas de traces connues de femmes ayant écrit des relaciones, mais il y a des traces connues de femmes ayant écrit et ayant participé au gouvernement espagnol, ce qui rendait la chose plausible. Mais on voit qu'il y a une volonté aussi militante et qui était du coup assumée, mais verbalisée, et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils pouvaient le verbaliser et donc réfléchir dessus, de présenter aussi d'autres choses que ce que l'histoire et ce qu'une documentation officielle laisse parfois percevoir. Puisque ce n'est pas parce qu'on a gardé que des traces, évidemment, de rédacteurs et de scripteurs a priori masculins que ça a été le cas. Mais bon, évidemment, là, on explore des limites dans ces cas-là, mais ça leur permettait, eux, de se poser, de verbaliser ces questions. Je vous montre un exemple là d'une relation. C'est toujours évidemment un jeu aussi, puisque là, le scripteur, c'est Diogo Jota, ce qui, pour les amateurs de football, ne sera pas sans évoquer un hommage à un footballeur disparu à l'été 2025. Et c'était d'ailleurs intéressant de ce que là, les étudiants avaient mis d'eux, puisque c'était dans un cadre lusophone que la relation était censée être écrite, ce qui correspondait au fait que ce soit Diogo Jota, qui était un footballeur portugais, apparaisse, et ce qui s'inscrivait aussi dans le fait que les trois auteurs avaient des ascendances portugaises. Donc on voyait bien aussi qu'il y avait une façon de s'investir là-dedans. En même temps, on s'investit, mais il y a toujours ce cadre scientifique qui est demandé. Et donc, à côté, Anna Struyot avait demandé des bibliographies détaillées et commentées à ses étudiants, telles que vous pouvez le voir ici. Je vous passe sur les cartes. Ça, c'est un exemple de carte réelle dont les étudiants se sont inspirés. Ça, c'est un exemple de carte fictive que les étudiants ont produit. De même que là, les fausses mentions marginales et tampons d'archives produits par les étudiants. Tout ça pour vous dire, en conclusion, de quoi est-ce qu'on parle ici, de produire donc des archives fictives, des archives potentielles. Ça peut donner l'impression de déborder du cadre, notamment quand on voit des étudiants qui peut-être affirment une volonté militante, et en même temps, c'est l'occasion de mettre par écrit des choses qui sinon sont non dites. Et donc, à nouveau, c'est ce que je vous disais, de réfléchir dessus. Ça a été l'occasion, par exemple, pour ces étudiants aussi, de réfléchir à la constitution d'un document, à la fois au fait qu'un document ne dit pas tout, et donc il ne faut pas tout dire dans un document, sinon le document ne paraît pas crédible. Il ne faut pas restituer tout le cours, parce que ce n'est pas ça le but. Et donc se poser la question des pleins et des vides d'une documentation d'archives, et donc de ce qui sert de source aux historiens. En fait, ce type d'exercice met vraiment l'archive au centre. Ce n'est pas pour déborder du cadre que cette archive elle est ainsi, on va dire, expérimentée, testée. C'est au contraire pour remplir le vide du cadre, s'appuyer sur les recherches historiques et les connaissances existantes, mettre à l'épreuve les préconçus, et donc penser autrement le lien entre les sources et leur restitution, se poser des nouvelles questions, et on a toujours besoin sur les façons de faire et de transmettre l'histoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant, enrichissant, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'idées. Moi, je trouve ça très, très convaincant de travailler le faux pour discuter du vrai. Et j'ai l'impression à vous écouter que finalement, on apprend beaucoup, beaucoup du vrai en produisant du faux. Et en tout cas, sur les usages pédagogiques, c'est vraiment très, 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 très convaincant. Après, j'ai l'impression qu'effectivement, sur l'encadrement de l'exercice, ça demande, et heureusement que vous en parlez, mais c'est un petit peu coton quand même. Ça ne peut pas se faire comme ça ne peut pas se mettre en œuvre du jour au lendemain. Et j'irai voir avec beaucoup d'intérêt justement cette dimension des consignes. Est-ce que ça apparaît dans les articles là, sur lesquels vous nous avez renvoyé? On a Oui. Vraiment, on revient sur le dispositif lui-même, parce que ça, c'est quand même très, très précieux pour essayer d'imaginer comment mettre en œuvre en histoire du droit. Ça serait assez sympa de leur faire des faux sur les formes juridiques. Je veux dire, ça s'y prête, je trouve, Tout à fait.
Tout à fait, oui. Oui. Alors, les articles reviennent hein, en détail sur ces consignes, sur justement le fait que dans son article, Anna Strouillou raconte justement pourquoi est-ce qu'elle a laissé la liberté au groupe de choisir les auteurs et les autrices de la relation qu'ils avaient choisi, tout en disant que par exemple, elle avait quand même mis des cadres à nouveau. Hein. Elle avait exclu les martiens et les voyageurs du futur en se disant que bah, potentiellement elle allait en avoir sinon. Donc ça devait quand même rester dans un espace-temps crédible. Mais que, en revanche, bah, voilà, justement, le fait que ce soit une autrice ou une personne esclavisée qui ne figure pas parmi les auteurs des relations conservées était autorisé, mais à condition, dans ce cas-là, de le justifier. En fait, la question de la justification, que ce soit le carnet de bord demandé par Elisabeth ou les justifications exigées par Anna et voilà, sont vraiment nécessaires. En fait, le métadiscours est absolument nécessaire dans le rendu des étudiants pour ne pas simplement avoir un objet dont on ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Il faut qu'ils décrivent aussi leur procédure à eux-mêmes d'une certaine manière. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le terme de jeu. J'ai vu à un moment donné, je lisais qu'il y avait dans l'explication du dispositif qu'il s'agissait de mettre l'histoire en jeu. Et cette question du plaisir aussi, le plaisir d'apprendre, le plaisir de non seulement de parler des archives, mais en fait d'en faire avec quelque chose de très concret je trouve ça très, très séduisant à la fois pour renouveler nos approches pédagogiques et puis aussi pour redonner, le mot était, et j'insiste vraiment parce qu'il m'a vraiment plu, pour redonner du plaisir en fait à travailler l'histoire et l'histoire du droit à la faculté. Et j'ai l'impression que ça fait le lien avec ce que disait Baptiste. En tout cas, c'est le lien que je faisais par rapport au public qui était visé sur cette fameuse ordonnance. On est bien d'accord, si j'ai bien compris, hein, mais je ne suis pas certaine, tu me corrigeras si je dis n'importe quoi, mais le public visé, on est bien d'accord que c'était des parlementaires et qu'il s'agissait finalement de travailler ou de penser tout en se divertissant, non? Il y a aussi cette histoire d'un peu de travailler et de réfléchir sous une forme plus ludique que d'habitude. Parfaitement, mais je vous remercie pour votre question. Non, totalement, comment dire, c'est un texte qui est mis en discussion. C'est une contribution plus largement à cette communauté. C'est une manière de débattre d'un sujet brûlant du moment, c'est-à-dire à la question de comment finalement comment écrire la loi, parce que la loi rencontre des difficultés à être appliquée. Il y a de nombreuses contestations et donc il faut penser ses qualités. Il faut aussi s'interroger aux institutions qui sont censées permettre son application. Et donc, plus largement, évidemment, ça se rattache à cette discussion entre ces juristes, moi, du Palais, que j'appelle le Palais, c'est une communauté d'hommes qui sont réunis par un savoir qu'ils partagent en commun et dont le but, justement, est d'interroger les sources de leur temps. Donc oui, parfaitement, c'est un texte qui s'adresse aux juristes. Et en plus, j'ai essayé un peu de le présenter sur un ensemble de sujets qu'ils partagent, à savoir la question de la vénalité des offices, qui est un peu un lieu commun de critique, la question aussi du luxe, qui est toujours la question, une critique également, mais quand ils parlent des jeux, parce qu'il y a des articles sur les jeux assez étonnants, mais c'est aussi, comment dire, la pratique un peu quotidienne de ces hommes qui, en vacation, vont dans leur maison de campagne, invitent là leurs amis et partagent un moment, comment dire, un peu de repos, et ils jouent. Et donc, il y a vraiment cette idée de créer par des sujets partagés de tous, des réflexions et évidemment les détacher de la réalité et là vraiment ouvrir la possibilité de parler de la loi, de la discuter, alors même que c'est un sujet qui peut être comment dire extrêmement en tout cas dangereux pour celui qui commence à prendre un peu trop de place dans le débat. Oui, c'est marrant comme par le jeu finalement ça permet de revenir au sérieux. Et je crois on en parle, je crois que ça existe maintenant, ce qu'on appelle les jeux sérieux, non? C'est un truc un peu, mais on est un petit peu là-dessus, quoi. C'est-à-dire du jeu sérieux ou du faux qui mène au vrai ou du faux qui fait réfléchir au vrai. En tout cas, enfin, moi, je trouve ça très vivifiant comme pour essayer voilà, d'approcher les sources d'une manière un petit peu renouvelée en histoire du droit. Et
Et donc, j'ai vu que Louise avait levé la main. Oui, j'avais une question pour vous deux. Baptiste, tu as parlé de ce choix, de comment tu envisageais ce document un petit peu particulier dans ton corpus de thèse. Moi, je voulais t'entendre un peu plus sur les critères peut-être que tu as identifiés pour faire cette sélection, pour envisager cette sélection. Donc ça, c'est une question pour toi, Baptiste. Et j'en profite, Aurélien, moi, c'est une autre question qui est, tu travailles sur les greffes, le personnel des greffes. Or, le greffier, il a un rôle un petit peu particulier puisqu'il authentifie les actes, notamment. Est-ce que ça t'a permis de retravailler sur ta thèse différemment, cette expérience, ou pas? Enfin, est-ce que ça a engendré une réflexion sur ta propre thèse? Peut-être, Aurélien, si tu veux bien, et Baptiste, tu prendras le relais. Ok, ça marche. Alors, disons qu'une réflexion sur ma thèse, à proprement parler, pas forcément tant que ça. En revanche, ce que ça m'a forcé à faire, enfin, je veux dire, si je me suis investi dans le jeu et qu'on a lancé le jeu aussi, c'est parce qu'on est plusieurs à s'intéresser aux pratiques de l'écrit, déjà. Tu as mentionné le numéro qu'on a publié grâce à Xavier Frévaux dans Clio Athémis, où on en interroge les questions justement des pratiques de l'écrit, de l'enregistrement de la scène judiciaire. Donc, de fait, Elisabeth et moi, c'est des questions qui nous intéressent. Enfin, la question de l'écrit nous intéresse énormément, et c'est pour ça qu'on veut, enfin, on a à cœur d'explorer ça. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, pour faire ce faux, ça force à plonger vraiment dans l'archive réelle pour pouvoir en devenir expert. C'est ce jeu, mais Baptiste en parlait en fait, c'est un jeu très humaniste que de philologue, que de jouer avec des textes religieux, de la diplomatique, des textes juridiques et autres. Et c'est ce cas de Erasme qui insère des faux à l'intérieur de certaines correspondances qu'il envoie. C'est le cas de tant d'autres. Hein. Mais donc, il y a ce côté-là, de ce plaisir de savoir qu'on maîtrise assez le document pour pouvoir le reproduire à l'identique. Et donc, et je te réponds comme ça à ta question, c'est que là, ça m'a été utile pour vraiment à un moment me plonger complètement dans c'est pour ça que j'avais choisi ces deux archives aussi, la Minute du Parlement, mais que je connaissais, enfin voilà, pour le coup, je connais ça vraiment très bien par ma thèse, et donc disons que ça a été le plus facile à rédiger d'une certaine manière, mais typiquement, comment est rédigée une information à Blois à la fin du XVIe siècle, ça, j'en avais aucune idée, et j'ai été contacter les archives départementales pour qu'ils m'adressent une numérisation d'informations et de documents judiciaires pour en avoir la trace, pour pouvoir, et c'est la photo que j'ai mise pendant que je lisais l'archive, où j'ai mis que le début parce que j'ai commencé mon texte de la même façon, mais après, évidemment, ça diffère. Le début, c'est en effet, il y a un sergent royal, Raoul Chéry, qui a vraiment existé et qui a rédigé des PV d'interrogation. Et là, vraiment, je me suis plongé dedans pour essayer de comprendre comment est-ce que sa langue, comment est-ce que c'était agencé et que ça pouvait paraître réel. Et donc, ça force à plonger à la fois dans le document et dans le discours, quoi. Baptiste, si tu veux bien prendre le relais. Alors, oui. Oui, tout d'abord, excusez-moi pour le petit couac du PowerPoint, parce que je pense que ça n'a pas aidé à la clarté de mon propos. Non, sur la question alors, des critères de sélection, c'est une petite histoire. C'est que la question de, comment dire, sélectionner un corpus, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter, c'était, comment dire, une tâche difficile, surtout avec des textes, comme je vous les ai présentés, qui sont quand même très différents, qui sont pour beaucoup poétiques, littéraires, et donc pour un juriste qui a été formé dans les facultés de droit et qui a fait, qui a été spécialisé en un an en histoire du droit, ce n'est pas toujours évident. Mais la chance que j'avais, c'est que j'ai deux directeurs très exigeants et qui m'ont invité à me dépasser et à m'interroger sur ces différents textes. Et dès lors, j'ai tout de suite reconsidéré un peu ces textes finalement, d'un point de vue plus global, d'un point de vue plus externe, en les replaçant dans leur contexte. Et déjà, ça m'a donné quelques éléments. Et ça m'a permis surtout à la fois, ça m'a donné des éléments pour comprendre qu'il fallait que je quitte les schémas extrêmement, peut-être parfois cloisonnés de ce qu'est une source du droit. Ça m'a aussi permis à me dire, finalement, c'est le principal critère, ça va être un critère aussi de fond, c'est comment je réponds à la problématique, au questionnaire que je souhaite poser à mon objet de recherche. Alors, le questionnaire était, au début, le suivant, c'était Étienne Paquier, partisan du droit français. Très bien.
Bon, alors, je dois bien vous dire qu'au début, alors, je le voyais beaucoup écrit, je ne le voyais pas très bien dans les textes. Et évidemment, ça s'est affiné. Et finalement, donc, le critère que j'ai retenu, c'est les textes qui me permettaient de comprendre comment, finalement, le juriste, à la fois invente cette idée et le bâtit, et bâtit un droit national. Donc, ce critère de fond m'a permis ainsi déjà de sélectionner les textes qui soit n'avaient pas pour objet directement le droit, soit qui le traitaient, mais de manière très accessoire. Et donc, de facto, ça m'a permis ainsi de constituer un corpus déjà plus restreint. Premier élément. Mais en même temps, je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait de ce critère parce que il manquait des éléments, il manquait quand même quelque chose. Et pour tout vous dire, j'avais la sensation en fait de laisser aussi des textes de côté. Et donc, ce que j'ai décidé de faire quand même néanmoins, c'est de prendre en compte, pas prendre en compte, mais toujours en tout cas replacer mon corpus de sources que j'avais retenu sur le fondement d'un critère de fond par rapport à la production d'ensemble d'Étienne Paquet, notamment sa production littéraire et poétique, qui permettait toujours, en tout cas, de dire que le droit national tel qu'il le pense, c'est quand même un droit qui est quand même d'abord dit en français, que pour qu'il y ait une langue française, il faut déjà qu'elle soit créée, qu'elle soit pensée, et que cette langue, pour qu'elle existe, il faut avoir les mots pour la constituer, et que ces mots sont déterminés par une certaine culture, une culture qu'il faut même, culture qu'il faut définir. Donc, critères de fond, évidemment nuancés par évidemment la dimension contextuelle de ces autres textes, et enfin un critère de forme, c'est ça qui m'a permis de sélectionner les éditions, parce que comme vous avez vu, il y a énormément d'imprimés, et là, dans cette situation-là, j'ai été quand même favorisé, car j'ai eu la chance que beaucoup d'éditions modernes ont été établies de manière assez récente par des chercheurs, et là, comme celle notamment des ordonnances générales d'amour, par Jean-Pierre Dupuy. Et dès lors, j'ai pu sélectionner les éditions qui étaient, entre guillemets, qui avaient fait l'objet d'une édition moderne, ou du moins de travaux universitaires permettant de sélectionner au mieux le texte qui permettrait de réaliser l'étude que je souhaitais faire. J'espère que j'ai pu vous donner des éléments de réponse satisfaisants. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ta question. Merci Baptiste. Christian. Oui, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, très quand même assez loin de ce que nous connaissons de votre terrain, je dois dire. On est un peu en terrain incognita. Mais moi, j'avais deux questions. Donc, la première pour Baptiste, qui porte sur l'écriture, en fait. Ce qui m'intéresse là, c'est comment se frottent ces deux types d'écriture, l'écriture juridique et l'écriture poétique ou autre. Est-ce que c'est deux registres qui se voient à la lecture comme étant tout à fait différents, ou est-ce qu'il y a une sorte de mélange qui s'opère? Enfin, est-ce que, par exemple, la fiction peut avoir presque un enjeu heuristique pour comprendre autrement des formes de droit ou la manière dont il faut les défendre? Donc voilà, c'est une première question pour Baptiste. Et puis pour Aurélien, donc j'ai beaucoup pensé en t'écoutant à trois auteurs différents. J'ai d'abord pensé évidemment à Georges Duby quand en 1984 il écrit ce texte sur son expérience d'avoir participé à l'écriture de l'adaptation du Dimanche de Bouvines, qui n'a pas abouti pour diverses raisons, mais entre autres parce qu'il disait voilà, je bute à un moment donné sur la question de l'imagination. Là, il avait une position très, je dirais, presque rigide. Mais il disait aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément de l'ordre de l'imagination ou de la fiction, mais de l'adaptation contemporaine. Il disait par exemple la manière dont une femme défait sa chevelure était extrêmement lente et longue au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible dans un film que ça dure autant. Ou bien les gestes de l'amour, etc. Enfin, il réfléchissait aussi à une manière de s'adresser au fond à son public. Et sur les trous, donc évidemment qu'il avait, sur certains sujets, il disait bah voilà, je ne peux pas répondre aux questions des scénaristes du film. Ça m'a fait penser au dernier récit d'Éric Juillard qui s'appelle Les Orphelins, qui s'empare de l'histoire de Billy the Kid, qui en fait est une histoire dont on ne connaît à peu près rien.
sauf des récits qui sont eux-mêmes subjectifs, engagés, que ce soit celui de Pat Garrett ou d'autres. Et ça me faisait penser un peu aussi à Bouvines, où là, il y avait aussi toute une littérature qui s'était évidemment construite. Et puis sur le rapport au lieu, j'ai beaucoup pensé aussi, et c'est cette dimension ludique, à Georges Perec, parce qu'au fond, même l'idée de potentiel, tout de suite, ça m'a fait penser à l'Oulipo, à l'ouvroir de littérature potentielle. Et alors évidemment, il y a une dimension ludique, mais il y a aussi ce rapport à l'espace, au lieu, pas seulement la rue Villain, hein, mais d'autres lieux qu'il a visités en imaginant à partir de photographies ce que ça pourrait être. Et puis une dernière chose, donc ça m'a fait penser à d'autres choses, hein, bon, mais je pense que c'est en lien avec ce que vous avez dit tous les deux. C'est le très joli petit livre de Bertrand Tillier sur les photographies d'Algérie de son père. Bon, déjà, qui est une histoire assez incroyable, puisque, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, son père avait acquis un appareil photographie avec lequel il va faire des photographies donc, pendant la guerre d'Algérie. Et puis, à un moment donné, son fils veut, lors d'une sortie scolaire, faire des photographies. Il ne veut pas lui donner son appareil, puis finalement, il lui donne l'appareil, il n'avait aucune valeur, hein, mais c'était le sien. Et puis Bertrand Tillier part avec cet appareil, puis il le fait tomber et le casse. et le père le jette à la poubelle, furieux. Et puis Tillier va le retrouver des années plus tard chez un brocanteur. Et bon, il y a cet aspect-là. Puis l'autre aspect, c'est qu'avec sa sœur, il y avait une pochette où il y avait les photographies d'Algérie de leur père, qui ne voulait pas trop d'ailleurs en parler. Et ils expliquent, je vous donne cette citation, on allait chercher la pochette pour regarder les photos d'Algérie. À force de se répéter, ces circonstances ont peut-être fini par devenir un rituel tacite. Celle-ci devenait le support d'un récit séquentiel et subjectif qui s'organisait de manière aléatoire selon l'ordre dans lequel on s'emparait des tirages. C'est-à-dire qu'à partir de ces photographies, ils jouaient en les organisant de manière différente à chaque fois et imaginaient un récit, évidemment, qui n'était jamais tout à fait le même. Voilà. Je m'excuse de faire un peu ces digressions, mais c'est ce à quoi vous m'avez fait penser tous les deux. Oui, Aurélien, on ne t'entend pas. C'est vrai que j'avais coupé mon micro. Non, mais je disais que Baptiste, peut-être que tu veux répondre avant moi. Écoutez, alors oui, ça me va. Donc, je vous remercie tout d'abord pour votre question. Sur la question du fait que est-ce qu'on voit apparaître les deux registres dans les ordonnances générales d'amour? Alors, non, c'est pas, comment dire, formellement, on ne le voit pas. Et j'avais envie de vous donner un exemple. Alors, c'est l'article 16 des ordonnances générales d'amour. C'est un article sur lequel j'ai un peu travaillé. Je vais vous le lire, alors, de manière assez lente pour bien que vous puissiez peut-être le comprendre, mais ça vous donnera en tout cas une idée un peu de la part qu'occupent la fiction et le droit et comment il est très difficile de comprendre finalement les ordonnances. Donc, article 16 des ordonnances générales d'amour, donc je cite, « Sur les vacations requises par les gens mariés, avons renvoyé leur requête pour en délibérer plus amplement à notre conseil. Toutefois, par provision et jusqu'à ce que, autrement en ait été par nous ordonné, sera l'arrêt des arrérages requis par les femmes à l'encontre de leur mari, en tout et partout exécuté selon la forme et teneur. » Alors, une fois que j'ai lu cet article, pour être honnête avec vous, je suis resté quoi? Parce que je ne comprends pas, sachant qu'il faut en plus que l'article précédent traite sur un autre sujet qui n'est pas en lien. Par contre, les articles suivants étaient plus illustratifs parce qu'ils racontaient justement, alors pour vous donner juste l'idée, je ne vais pas les réciter, mais ils disaient que finalement, les hommes n'avaient plus le droit d'injurier leurs femmes, qu'ils avaient seulement le droit de se gausser d'elles, à condition que la femme puisse répliquer. Donc, c'est pour vous donner un peu l'idée, en tout cas déjà, de ces ordonnances. Donc finalement, la fiction est vraiment entremêlée, parce que dans l'article que je viens de vous lire, la fiction, là où elle apparaît, c'est davantage sur la place qui est donnée à la femme, et notamment le fait finalement que la décision est de suspendre le fameux paiement des arrérages. Alors, quand j'ai mené une étude, dans mon interprétation, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on le lit, on comprend que finalement, il y a une demande de vacation, donc il faudrait qu'il y ait une séparation temporaire entre époux qui est demandée. La Cour ne prend pas cette décision, mais préfère suspendre le versement des arrérages de la femme aux époux. Alors,
la fameuse édition sur laquelle je me suis reposé interprète cela comme une sorte de plaisanterie, comme quoi les femmes décident finalement d'arrêter d'accomplir le devoir conjugal. Donc, intéressant. Et donc, bon, qui est une plaisanterie a priori partagée parmi les membres, en tout cas, de la communauté des juristes. Et donc, moi, j'ai essayé de creuser davantage, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se cachait. Et c'est vrai que lorsqu'on lit, finalement, alors, la question de l'arrêt du versement des arrérages de la femme à son mari, qu'est-ce que c'est? C'est finalement que la femme arrête d'accomplir son obligation que son mari détient en vertu du droit réel qu'il a sur l'ensemble des biens de sa femme, comme il est le maître de la communauté. Bon. Or, alors, le devoir conjugal, de manière très schématique, tel qu'il est à peu près interprété à cette époque, finalement, c'est les époux ont un droit sur le corps de l'un et de l'autre. Un droit que le mari exerce peut-être plus que sa femme. Et donc là, il y a une ambiguïté qui est créée sur cette question, parce que si c'est des ordonnances qui sont censées faire triompher l'amour, si ce sont des ordonnances justement qui reposent sur la relation entre époux, eh ben, ça pose dès lors plein de questions. Et même si, en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai émise, je pense que Étienne Paquier, son but justement, c'est d'interroger finalement les relations entre époux. Et il y a peut-être plus largement aussi, dans un moment de grave guerre civile, où les époux se déchirent entre eux aussi parce qu'ils sont de confessions différentes, il faut renouer le lien amoureux. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et en tout cas, Étienne Paquier pose la question de la place de la femme à ce moment-là dans le mariage, et donc sur la nécessité peut-être en tout cas de la revaloriser. Ce qui est une position quand même qui tranche avec la querelle des femmes à la même époque, où finalement ce sont plutôt les défenseurs de l'incapacité totale de la femme qui prennent quand même beaucoup de place, mais Étienne Paquier, au contraire, lui, se défend plutôt d'être un serviteur des dames, comme il le dit d'ailleurs dans une de ses... Voilà, donc premier élément. Et donc, je me permets de rebondir sur la deuxième partie de votre question, sur l'idée de la manière de transmettre finalement le droit. Et donc, j'y ai partiellement répondu, mais oui, il y a une idée en tout cas de proposer une réflexion sur le droit, de montrer que le droit peut être, d'une part écrit différemment, d'autre part exercé différemment, et que finalement, on peut penser les institutions d'une autre manière. Et c'est une réflexion qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de ces juristes des cours souveraines, qui sont en train, en fait, de définir, c'est un effort de définition de ce que sont les institutions, et qui sont, parce que leur but, justement, c'est de maintenir le royaume, parce que le royaume est en proie aux divisions, et la monarchie connaît un profond affaiblissement. Je vous remercie en tout cas pour votre question, et j'espère vous avoir apporté quelques éléments. Aurélien, est-ce que tu as quelque chose un complément? Ah oui, et ton micro est de nouveau éteint, comme on arrête à chaque fois pour l'écho. Oui, non, mais bien sûr. C'est même moi qui l'ai coupé, j'avais oublié de le remettre. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec tes remarques, hein, Christian. De fait, au début, quand tu parlais de Georges Duby, je pensais que tu allais parler d'autre chose. Il avait fait une biographie d'un chevalier en mêlant des récits en comblant à partir. Enfin voilà, c'est un récit d'un roman d'un chevalier du XIIIe siècle où dans le rendu, le nom du chevalier m'échappe, mais c'est pour ça, mais il mêle récit historique, narration, poème, sans qu'on sache vraiment jamais quel est le discours dans lequel il est. Et ça, c'est un ressort de Duby qui, en plus, c'est assez intéressant à étudier, s'affirme avec les années, et là où ses premiers écrits sont pleins de notes de bas de page, mais ça, je crois que c'est aussi un ressort de beaucoup, et au-delà des questions de fiction assumées, mais c'est un ressort de nombreux chercheurs et chercheuses, c'est que les notes de bas de page tendent à disparaître avec les années et avec les grades universitaires, ce qui est hyper intéressant d'ailleurs justement sur les questions de qu'est-ce qui nous raccroche au réel, en quoi est-ce qu'une source et les éléments de preuve, sur quoi on s'appuie et qu'est-ce que c'est qu'un élément de preuve. Mais là, dans le cadre de ce que tu disais sur Duby, oui, la question de l'adaptation à une narration fictionnelle. Je suis désolé, vous allez avoir un petit écho, voilà, de derrière. Pardon, ça m'a déconcentré. C'est la même chose que ce que Camille Clairet disait pour son travail avec Pierre Legendre, où en fait, elle n'est jamais là pour se positionner, pour dire oui, mais ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle est là pour donner des pistes à Pierre Legendre, Pierre Lemaître, je dis Pierre Legendre, pardon, Pierre Lemaître, à Pierre Lemaître et lui donner des pistes, et ensuite il les suit ou pas. En fait, c'est plutôt lui qui a des demandes précises, comme déconnecter une bombe en 1930. J'ai gardé ces exemples parce que ça m'avait marqué. Mais ensuite, il prend des libertés aussi de récit. Et donc, en effet, là, la question de l'imagination, elle est assez clairement
séparés. Pérec, bah oui, évidemment, enfin, tu as bien compris que potentiel se référait en fait à ça, j'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait ça. Et tous les jeux qu'on fait entre-temps, parce qu'on fait plein d'autres sortes de jeux entre-temps dont je n'ai pas parlé. Et c'est peut-être d'ailleurs une chose importante sur laquelle je voudrais revenir, c'est que notre revue numérique, elle le permet, parce que le format numérique, il a, enfin, par rapport au coût d'un format papier, mais ça a cette possibilité de tester des choses. Et ça, je voulais en parler, j'en ai pas parlé, mais des choses qui marchent pas de temps en temps. On avait fait un jeu avec Elisabeth, justement. En plus, c'était juste avant que moi je parte en congé paternité. Donc, enfin, on n'avait pas fait le suivi vraiment, mais on avait lancé un jeu où c'était un radio-réveil qui se promenait dans des époques et il fallait faire des documents d'archives qui attestaient du passage du radio-réveil, genre un inventaire après décès ou voilà. Et on avait lancé le jeu, les règles du jeu, et on n'a eu aucune réponse. Et nous-mêmes, on était débordés pour X raisons. Et moi, enfin voilà, mais on n'avait pas fait d'article. Et donc, c'est resté complètement lettre morte. Et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, c'est pas grave. En fait, on teste. Et donc, tester et explorer des façons, des pratiques d'écriture, des façons de se mettre à la limite du cadre, parfois pour le renforcer, parce que je tiens à le dire quand même, on n'est pas hors du cadre en faisant ça, mais voilà, mais se mettre à la limite, parfois, bon, ça tombe à l'eau, quoi, tout simplement. Et c'est pas grave. Et je pense que ça, c'est très intéressant pour nous en tant qu'historiens, historiennes, personnes qui travaillent dans les sciences humaines, là où les sciences dures ont beaucoup plus l'habitude de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Nous, on n'a pas tant l'habitude que ça d'assumer ça ne fonctionne pas. Et je trouve que c'est une des vraies choses positives de faire ces exercices-là, c'est de s'habituer à ce que parfois, ça ne fonctionne pas. Baptiste? Oui, en fait, j'aurais une question pour Aurélien, d'ailleurs, donc je remercie pour sa communication très intéressante. Et pour tout dire, je vous avais écouté sur un podcast Les chemins de l'histoire avec Luc Dérault, c'était très intéressant pour savoir un peu avec qui j'allais quand même converser, pour voir. Au début, je voulais essayer que ça un peu faire quand même un certain lien. Donc très intéressant. Et quand vous avez justement expliqué voilà la démarche que vous avez suivie, moi j'ai pensé à un exercice que fait le professeur Nader Hakim. Alors il en parlerait bien mieux que moi. Avec ses étudiants de master 2, il leur avait demandé d'écrire un dictionnaire des juristes lunaires. Et chacun de ces étudiants était censé écrire une notice avec la pensée du juriste, les écrits de ce juriste. Et c'était une démarche vraiment intéressante et qui est différente, hein, bien évidemment, mais qui se rapproche avec l'idée de fabriquer quand même des sources. Ah, et il continue. Oui, en effet, il continue toujours. Et il approfondit, et il fait des résidences d'écriture d'ailleurs. Et c'est très intéressant dans sa manière en tout cas, d'essayer de penser d'une autre manière les sources juridiques. Et donc, voilà, je voulais en tout cas vous faire partager cet élément parce que ça s'inscrit vraiment dans cette continuité. Ah bah, le professeur Prévost, justement, partage ces fameux dictionnaires des juristes lunaires. Ah bah merci beaucoup Baptiste, c'est hyper intéressant et ça me donne envie d'aller en voir davantage et en lire davantage et peut-être qu'on pourra faire d'ailleurs une retranscription de ce projet-là dans l'entretemps. Ça pourrait en tout cas tout à fait s'inscrire dans nos intérêts et dans le fait de faire entrer de l'histoire du droit dans l'entretemps où on en parle un peu, mais peut-être pas, enfin jamais suffisamment, c'est sûr. Donc ce serait avec beaucoup de plaisir. Donc merci beaucoup pour cette précision. Alors j'en profite pour rebondir, Louise et Ninon, si ça vous va. Parce que moi de fait, mon sujet de recherche fait, Baptiste, que j'ai été passionné par tout ce que vous avez dit. Moi, évidemment, la question que j'ai, c'est dans ce public, est-ce que, mais vous en avez sans doute parlé, il n'y a pas de traces d'interaction avec les greffiers du Parlement que vous voyez dans ces jeux, parce que de fait, dans les questions de mise en forme de la loi, et Louise très gentiment reparlait des greffiers tout à l'heure, hein, évidemment la question de l'authentification des actes est prééminente, mais il y a même la question de la rédaction des actes. Alors des actes, des ordonnances non, mais des arrêts du Parlement oui. Et donc dans cette lecture juridique, les greffiers jouent un rôle évidemment prépondérant, les du Tillet pour le greffe civil au 16e, les Malons d'ailleurs aussi qui envoient la trace du procès des connétables de Bourbon. Bref, tout ça me fait penser, mais est-ce que les greffiers ont participé à ces jeux, à ces expériences? Est-ce que vous en avez une trace? Merci beaucoup Aurélien pour cette question. Alors, est-ce que j'en ai vu une trace? Entre guillemets, la trace que j'ai vue, en tout cas des greffiers, c'est que, par exemple, Étienne Paquet mobilise un nombre de sources archivistiques assez impressionnant. Donc, on va dire que les greffiers, d'une certaine manière, ont joué un rôle, en fait, en tout cas lui, dans son discours, dans la construction de son discours, parce que certains passages, par exemple, des Recherches de la France, c'est une archive par ligne. Et en fait, la répétition des archives, d'une part, lui permet de matérialiser un savoir juridique national, parce qu'en fait, il mobilise un nombre de textes assez impressionnant.
En outre aussi, d'une certaine manière, les greffiers ont toute leur place parce que finalement, ils citent leurs écrits, vu qu'il va transcrire des passages entiers d'arrêts, des passages entiers de lettres patentes en latin, qu'il va traduire en français. Donc, si évidemment, il n'y a pas la mention d'un greffier explicitement, etc., leurs travaux sont présents parce que Étienne Paquier les a incorporés dans ses recherches de la France de façon justement à montrer la matérialité d'un savoir juridique national. Et c'est extrêmement impressionnant la recherche en tout cas qu'il a menée en ce sens parce que quand on lit en tout cas chaque ligne des recherches de la France, bon, dans un premier temps, ça paraît extrêmement aride. Dans un second temps, on se rend compte qu'en fait, il a dépouillé chaque casier, chaque registre du Parlement, et c'est assez impressionnant. Donc, disons que les greffiers ont en tout cas cette place-là dans ces discours. Il ne fait pas mention, voilà, je sais pas moi, de Nicolas de Baille ou Clément Fauquemberg ou autre, ou pour ceux qui sont plus anciens que lui, je veux dire, ça date de l'époque du XVe siècle, ou de du Tillet, par exemple, ça apparaît pas explicitement, quoi. Alors, il cite Jean du Tillet, c'est l'un de ses auteurs qu'il utilise beaucoup parce qu'il cite ses ouvrages imprimés. Il cite surtout ses ouvrages imprimés. Il cite également quelques actes de Jean du Tillet. Maintenant, ça me revient un petit peu. Par contre, d'anciens greffiers, là, je vous avoue que ça m'échappe. Je ne pense pas. Mais en tout cas, Jean du Tillet a une bonne place dans son œuvre. Ok, merci beaucoup. Avant de nous séparer, je vous fais part des commentaires de notre collègue Frédéric Martin qui a dû nous quitter, mais c'est quand même assez intéressant et je sais qu'il s'intéresse beaucoup à la fiction. Il a lui-même écrit sur des romans noirs et sur la place du droit dans ses aventures littéraires particulières. Et il fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il nous demande si on ne peut pas aller jusqu'à considérer que l'acte authentique, c'est un faux qui a réussi. Et il rebondit aussi sur l'imagination du juriste. Et c'est vrai qu'il nous dit que finalement, le boulot d'un juriste qui bricole un contrat ou qui invente une relation contractuelle, c'est aussi de réfléchir au plausible, à différents scénarios possibles. Et de la même manière, quand on rédige un procès verbal, comme tu l'as fait, Aurélien, et s'en tenir aux faits est toujours un petit peu difficile et on fait toujours entrer de l'imagination dans ce processus. Et donc, il évoque pour finir les romans noirs, et il nous parle d'une série Netflix qui adapte le Maître du Haut Château. Une histoire contrefactuelle, c'est toi qui évoquais, Aurélien, le contrefactuel. Donc voilà, on sait comment occuper notre soirée en regardant une série Netflix et on arrive au bout. Aurélien? Oui, juste parce que j'adore la question sur est-ce que l'acte authentique n'est qu'un faux qui a réussi. Je pense qu'on peut l'illustrer, mais c'est bon, évidemment, mon tropisme greffier qui parle, mais en le raccrochant à d'autres choses. L'exemple du testament de Louis XIV et de sa prise en charge par le duc d'Orléans montre bien qu'un acte authentique peut être considéré comme faux très facilement et que on peut en faire advenir. Voilà, il est authentique, en tout cas. Comment dire, le testament de Louis XIV est tout à fait authentique, mais son sens est complètement transformé et donc d'une certaine manière, il est falsifié par l'intention qu'on lui donne dans la réunion du Parlement du 12 septembre 1715. Et en fait, est-ce qu'il est faux ou est-ce qu'il est vrai? Là, la question de son authenticité est complètement à mettre en doute, même si l'acte matériellement lui-même n'est jamais sujet à questionnement. Mais voilà, je pense que ça illustre bien cette question-là à laquelle je n'ai pas de réponse par ailleurs. Bah oui, merci. De toute façon, on a bien compris comment c'était passionnant de travailler sur cette marge en fait entre le faux, le vrai, entre la fiction, la réalité et comment on pouvait justement se placer et envisager le droit depuis cette marge pour attirer nos étudiants, pour amuser nos étudiants, mais en même temps les faire réfléchir très sérieusement et puis faire bouger un peu les lignes pour des restitutions de connaissances qui soient plus de l'ordre de la performance, mais il y a un engagement vraiment particulier, très motivant
dans ces réalisations qui peuvent plaire à nos étudiants. Donc, on termine sur une touche positive, alors même que j'avais parlé de la post-vérité, hein, de la relation très compliquée qu'on a en ce moment à la vérité. C'est aussi bien de replacer cette question dans l'histoire en se disant que finalement, on a toujours été confronté au faux et que c'est à nous d'imaginer de nouvelles formes de réponses, hein, y compris pour le recours des étudiants à l'IA. Il faut qu'on imagine de nouvelles formes d'évaluation, de participation pour continuer à transmettre et à faire circuler le savoir. Notre prochaine rencontre, que je ne dise pas de bêtises, c'est le 21 mai. Le 21 mai, on se retrouve ensemble pour parler d'un gros projet. Le projet Parle IA-ment. Hein, j'ai compris le jeu de mots. Hein, l'IA est juste au milieu de Parliament. Et donc, on va parler d'un nouveau modèle d'exploitation des archives judiciaires, hein, avec des outils de haute technologie que nos collègues vont mobiliser dans le cadre de ce projet. Voilà, donc rendez-vous, même adresse, même heure, hein, 17h, 19h, pour discuter de tout ça avec Isabelle Brancourt et Olivier Descamps. Et merci beaucoup, Aurélien et Baptiste, et puis merci à tous les participants de ce soir. Louise, c'était bon, on a tout dit. Et bien, très bien, bonne soirée à vous tous, hein.